Et voilà, les gens nous rejoignent. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Cyrielle Filias, je suis la responsable des programmes, de l'apprentissage et du développement au CERIC. Et au nom de toute l'équipe du CERIC, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire du jour. Aujourd'hui, nous sommes ravis de mettre en lumière un projet de recherche de plusieurs années, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines et le CERIC, et mis en œuvre en partenariat avec le service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail et le centre Louis Joliet, et piloté par Marceline Bengali, professeure à l'Université Laval, portant sur l'accompagnement en orientation et en insertion socio-professionnelle des personnes réfugiées faiblement scolarisées. Et pour ce webinaire, nous sommes honorés d'avoir avec nous Annie Gourde et Julie Morissette, membres du groupe de travail qui vont nous présenter leurs résultats de recherche et parler de leur guide. Mais avant de démarrer, je tiens à rendre hommage au peuple autochtone du territoire sur lequel je me trouve physiquement, ici à Toronto, et où les locaux du CERIC sont également situés. Depuis des milliers d'années, cette terre est le territoire traditionnel des Hurons-Wendat, des Petun, des Haudenosaunee, des Anishinaabe et des Mississauga Anishinaabe du Nouveau Crédit. Je reconnais que les peuples autochtones sont les gardiens et les protecteurs originaux de ces terres et de ces eaux, et qu'aujourd'hui, cet endroit sert toujours de foyer à de nombreuses personnes autochtones de l'île de la Tortue. Et dans le cadre de notre appel à l'action pour soutenir la réconciliation par l'apprentissage et par le partage, je voudrais partager une ressource que j'ai trouvée intéressante. Il s'agit de la trousse d'outils pour les alliés aux luttes autochtones, élaborée par le réseau de la communauté autochtone de Montréal et créée dans le but de favoriser des alliances et d'éduquer les personnes et groupes non autochtones sur la manière dont ils peuvent créer des alliances ensemble et s'éduquer et utiliser leurs privilèges pour écouter, changer les dynamiques de pouvoir et prendre des mesures concrètes vers une réconciliation. Donc, je vais poster ce lien sur le clavardage sous peu, puis je vais inviter toute personne qui souhaite partager des ressources aussi à le faire librement sur le clavardage. J'aimerais aussi prendre quelques instants pour vous présenter le CERIC, pour ceux parmi nous qui ne nous connaissent pas encore. Donc le CERIC, on est un organisme caritatif voué à la progression de l'éducation et de la recherche en matière d'orientation professionnelle et de développement de carrière au Canada. En parallèle des webinaires que nous offrons, donc on a 3 programmes principaux. Le Congrès national de Cannexus sur le développement de carrière que nous faisons chaque année à Ottawa en janvier et que l'on propose désormais en deux versions, en virtuel ou en présentiel. Donc, vous avez aussi la possibilité de participer en virtuel depuis le confort de votre bureau. Nous avons aussi le site internet Orientation qui présente les meilleures nouvelles et opinions dans le domaine avec une version anglaise appelée CareerWise. Et enfin, la revue canadienne de développement de carrière dont l'accès est gratuit. Et puis aussi, comme mentionné en introduction, le CERIC finance aussi des projets de recherche ou d'apprentissage et de développement professionnel dans le domaine de l'orientation. Et souvent, ces projets de recherche vont aboutir sur des publications, comme le guide L'accompagnement visant l'intégration des personnes réfugiées faiblement scolarisées, qui sera publié très prochainement et disponible gratuitement. Et ce guide est le fruit d'un travail d'un grand groupe, bien sûr, comme je le nommais en introduction, Marceline Bengali, qui a été leader sur ce projet, professeure titulaire à l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail. Patricia Dionne, professeure agréée au département d'orientation professionnelle à l'Université de Sherbrooke. Liette Goyer, professeure titulaire, chercheuse, conseillère en orientation, psychothérapeute et superviseur. Annie Gourde, doctorante à l'Université Laval et conseillère d'orientation, et Julie Morissette, conseillère d'orientation en formation et formatrice en intégration socio-professionnelle. Annie Gourde et Julie Morissette, qui vont présenter le webinaire aujourd'hui, vous parleront un peu plus du guide. Maintenant, juste une petite note aussi pour vous rappeler que le CERIC est toujours à l'écoute de vos suggestions et besoins d'apprentissage. Donc, on aimerait vous inviter à rester quelques minutes supplémentaires à la fin de notre rencontre pour nous partager vos commentaires sur ce webinaire, mais aussi et surtout pour nous communiquer vos besoins d'apprentissage futurs. Donc, merci d'avance pour vos réponses. Maintenant, juste pour finir, quelques points de logistique pour notre webinaire du jour. Si durant le webinaire, vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les saisir sur la section questions-réponses, questions chat que vous voyez sur votre écran. On aura une session de questions-réponses à la fin. Et puis, sachez qu'on vous fera parvenir une copie de la présentation et de l'enregistrement du webinaire qui seront publiés directement sur le lobby. Comme vous êtes arrivé aujourd'hui par le lobby, vous pourrez y trouver directement ce matériel. Et dans les prochains jours, on partagera également un enregistrement spécial avec des sous-titres en anglais pour nos participants anglophones.
Je suis maintenant ravie de vous présenter nos deux présentatrices du jour. Nous avons notre première présentatrice, Annie Gourde, qui est doctorante à l'Université Laval et conseillère d'orientation depuis 2006. En pratique privée, elle rencontre une clientèle diversifiée, notamment des personnes immigrantes vivant toutes sortes de défis liés à la carrière. Elle donne elle donne des cours à l'Université Laval portant sur l'IMT, l'insertion socio-professionnelle de diverses clientèles. Et puis, nous avons notre deuxième présentatrice, Julie Morissette, conseillère d'orientation et formatrice en intégration socio-professionnelle. Julie exerce depuis plus de 15 ans auprès de personnes réfugiées faiblement scolarisées et elle poursuit un doctorat afin de conceptualiser la formation interculturelle en orientation. Et elle donne également des cours à l'université de Sherbrooke sur le counseling de carrière. Donc, on est vraiment ravis d'avoir Annie et Julie avec nous aujourd'hui pour nous présenter l'ensemble du groupe de travail et vous partager les apprentissages clés du projet. Donc, attendons pas plus longtemps, je te passe la main, Annie. Oh, et puis, Julie, je crois que ton micro est coupé. OK, c'est parti? Donc, parfait. Vous C'est voyez la parfait? présentation? Oui. C'est tout bon. Excellent. Parfait. OK, on y va. Alors, bonjour, nous sommes privilégiés et très contents de vous présenter aujourd'hui l'aboutissement d'un travail de réflexion qui s'est fait en collaboration avec Marceline Bengali, qui est professeure, Liette Goyer, professeure aussi titulaire, Patricia Dion, professeure, Annie et moi, qui ont été supportés par le CERIX dans cette belle aventure de conception. Alors, on va vous parler de l'intervention auprès des personnes réfugiées faiblement scolarisées. Donc, le plan de la conférence, la première, c'est introduction et portrait des personnes réfugiées faiblement scolarisées. On va vous présenter quelques statistiques. Ensuite, pour la première partie du guide, il y a aussi comprendre les défis et y répondre. Donc, on va vous présenter un seul défi qui va nous suivre tout au long de la présentation. La deuxième partie, c'est s'approprier les repères théoriques et implications pratiques pour l'intervention, où on va vous démontrer les cas théoriques pour vous aider à définir des pistes d'intervention. La troisième partie, c'est l'intervention interculturelle où on parle principalement du développement des compétences interculturelles. La quatrième partie, intervention dans le processus d'orientation et d'information scolaire et professionnelle en contexte interculturel. Donc, on va parler particulièrement du consentement, de l'évaluation et des phases du processus d'orientation. Et à la fin, il va y avoir une période de questions. Donc, les principaux objectifs du webinaire, c'est se sensibiliser à l'intervention interculturelle pour intervenir auprès des personnes réfugiées faiblement scolarisées. Il y a aussi de s'approprier progressivement le processus d'orientation qui soit adapté à cette population. On continue. Donc, pour commencer, on aimerait savoir de votre part, avez-vous déjà eu l'occasion d'intervenir auprès d'une personne réfugiée faiblement scolarisée? En fait, vous allez recevoir bientôt un lien pour répondre. OK. Alors, 67 des personnes ont répondu oui et 33 des personnes ont répondu non. Donc, je pense que la présentation aujourd'hui va pouvoir augmenter votre connaissance par rapport à cette population-là et pour ceux qui n'ont jamais intervenu, qui va vous initier finalement. Alors, je te laisse poursuivre, Annie.
Merci, Julie. Donc, je tiens à dire aussi que les différentes parties de la présentation aussi d'aujourd'hui sont vraiment copiées sur les différents chapitres du guide que vous allez pouvoir vous procurer bientôt. Donc, fait que tous les éléments qu'on va discuter, qu'on va vous amener, c'est des infimes parties du guide que vous allez pouvoir consulter plus en détail. Pour commencer, quelques statistiques pour voir un peu la pertinence là, pourquoi qu'on vous fait une présentation sur cette clientèle spécifique des personnes réfugiées, faiblement scolarisées. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais au Canada, le Canada, c'est le pays du monde qui accueille la plus grande proportion de personnes immigrantes à travers le monde. On est un peu une terre d'accueil. Selon le recensement de 2021, c'était 1 328 240 personnes immigrantes, donc tout statut confondu parce qu'il y a plusieurs types d'immigrants. Et de ce nombre, 16,3 étaient des personnes réfugiées, ce qui représente 216 500 personnes réfugiées qui ont immigré au Canada en 2016 et 2021. Dans ces personnes réfugiées-là, il y a plusieurs personnes donc, qui auront des défis au niveau de la scolarisation, donc qui peuvent justement se retrouver dans vos bureaux. L'immigration est appelée à augmenter. On sait, entre autres, que pour 2023, la cible du gouvernement du Québec est d'aller accueillir environ entre 4 400 et 4 700 personnes. Je n'ai pas le chiffre exact parce que ça va sortir plus en 2024, le chiffre total pour l'année 2023, mais ça vous donne déjà un aperçu du nombre. Et le gouvernement a mis en place aussi un plan d'accessibilité de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada pour 2023-2025. Puis, dans ce plan, ils veulent accueillir autour de 7 200 personnes réfugiées supplémentaires là, au Canada. Donc, c'est encore de plus en plus de personnes qui vivent toutes sortes de défis qui seront accueillis au Canada. Donc, ça m'amène à aborder, donc, dans le guide que vous allez pouvoir avoir bientôt. Donc, la première partie, c'est vraiment, le but, c'est de comprendre les défis. Donc, avec la recherche qu'on a fait, on est arrivé à voir ou à dégager 7 défis différents que les personnes réfugiées, faiblement scolarisées vont vivre ou auxquels ils vont être confrontés dans leur immigration là, au Québec. Dans le cas, on a regardé plus au Québec, mais ça serait au Canada aussi, sûrement. Donc, ces défis-là sont vraiment répertoriés dans le guide. Il y a beaucoup d'informations qui est donnée pour chacun. Puis comment aussi intervenir par rapport quand on a à intervenir avec une personne qui vit ce genre de défi-là. Je vous les nomme rapidement. Donc, le premier défi, la scolarisation et les compétences langagières. Le deuxième, c'est la communication et la compréhension de l'information. On a un défi au niveau de la santé physique et mentale. On a un défi au niveau de la précarité et le sentiment d'urgence. L'apprentissage des codes de la société d'accueil, la préemployabilité, le monde du travail et la connaissance des ressources gouvernementales et communautaires et des modalités d'accès à celles-ci. Donc, c'est plusieurs choses que les personnes réfugiées ont à apprendre, en plus d'avoir un défi au niveau de la langue souvent, qui vient compliquer toutes ces choses-là. Donc, puis c'est ça. Donc, moi, aujourd'hui, pour la présentation, je vais mettre l'accent vraiment sur le deuxième défi, étant donné que c'est un défi peut-être un peu moins connu. Puis je vais me permettre d'aller plus en profondeur dedans. Donc, le défi de la communication et de la compréhension de l'information, en fait, c'est un défi où est-ce que la personne elle doit s'intégrer dans une société où est-ce qu'il y a des codes linguistiques à apprendre. Donc, au-delà de la langue, qui est pas... Certains vont comprendre le français, certains comprendront juste l'anglais ou certains auront une compétence dans une autre langue. Mais malgré cela, il y a certains codes linguistiques propres à la société d'accueil. Donc, dans le cas, comme moi, je suis au Québec, donc au Québec, certains codes linguistiques vont comme compliquer les choses. Donc, la personne va devoir s'orienter dans un nouvel environnement, puis aller chercher de l'information, aller chercher des éléments pour pouvoir s'intégrer dans la société, mais elle aura des difficultés parce qu'il y a certains éléments qu'elle ne pourra pas comprendre, ce qui va amener aussi des difficultés dans les relations avec les autres. Parce qu'il y a certains, parfois, signes d'impatience ou certains éléments de langage non verbal qui seront difficiles à décoder
pour ces personnes-là parce que c'est des éléments qui vont être plus culturels à nous au Canada. Puis c'est le fait aussi d'éprouver de la difficulté à lire, à écrire, ben, va amener aussi des difficultés supplémentaires dans d'autres situations, que ce soit, par exemple, comprendre l'enseignant qui enseigne aux enfants, comprendre les indications du propriétaire de l'immeuble à logement où est-ce que les gens habitent, comprendre les commerçants, comprendre aussi tout le volet administratif du gouvernement ou juste se présenter aux urgences ou dans les hôpitaux, comprendre comment ça fonctionne, comment se présenter, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, beaucoup de choses que les personnes doivent intégrer. Il y a aussi un élément en lien avec l'information dans un système de plus en plus numérique. On le voit au Québec. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité dernièrement, mais Desjardins même enlève le livret officiellement. Donc, plusieurs personnes se retrouvent avec des enjeux numériques. Mais pour une personne réfugiée, faiblement scolarisée, il peut avoir un enjeu d'accès au numérique. Entre autres, parfois, on ne sait pas, les gens ils savent pas comment utiliser un ordinateur ou ils n'ont jamais appris à naviguer sur Internet. Ou des fois, des conditions financières précaires peuvent les amener à avoir de la difficulté à se payer une connexion Internet, donc à être dépendants de ressources comme des cafés gratuits où est-ce qu'on a une connexion Internet possible, ce qui vient limiter l'accès Internet, puis toute la scolarisation également. Donc, s'ils ont de la difficulté à lire et à écrire, bien, ça amène aussi une difficulté à comprendre où chercher l'information, puis comment s'y prendre pour y arriver. Donc, quoi faire? Donc, dans le guide, je me suis permis de vous sortir un petit extrait de celui-ci. Donc, on a pour chacun des défis, il y a des tableaux qui ont été faits. Donc, on a les défis, comme ici, vous voyez dans le sous-défi de la communication, donc qui est s'intégrer dans la société sans en comprendre les codes linguistiques. Et ensuite, on a mis des pistes d'action pour la personne conseillère qui va recevoir dans son bureau une personne réfugiée faiblement scolarisée. Quelles actions elle peut poser pour aider la personne, ne serait-ce que poser des questions ouvertes, expliquer, reformuler les propos ou demander à la personne de reformuler les propos pour s'assurer qu'elle a une bonne compréhension. Vous allez voir aussi beaucoup dans les pistes d'action, beaucoup d'éléments où est-ce qu'on amène les gens dans les milieux pour vraiment leur faire découvrir comment ça se passe concrètement, ne serait-ce que dans des visites d'entreprise, dans des journées étudiants d'un jour s'il y a des opportunités de ce côté-là, ou sinon d'aller essayer dans des stages courts, aller voir un métier en particulier ou aller voir des présentations dans des journées thématiques. Donc, de mettre concrètement la personne dans les milieux va beaucoup l'aider aussi à intégrer tranquillement les fameux codes linguistiques qui peuvent être difficiles. Puis, des fois, ces codes-là peuvent être de plus en plus complexes aussi quand on s'éloigne des grands centres. Ne serait-ce que des fois, au Québec, certaines régions où est-ce que le français est un peu plus cassé, où il y a des accents particuliers aussi, peut amener une autre difficulté supplémentaire. La troisième colonne du tableau vous donne aussi des ressources collaboratives qui peuvent être utilisées, donc en complément, ou vers quoi on peut référer aussi la personne aux besoins si c'est possible. Donc, comme ici, là, pour aider au niveau de l'intégration des codes linguistiques, on a les jeux de mémoire sur les métiers qui peuvent aider, présenter des vidéos aussi qui expliquent pour leur faire voir le métier, donc qui sont des ressources là, qui sont très intéressantes. Pour la deuxième partie du défi, où est-ce qu'on a un défi au niveau de l'accès à des systèmes d'information informatisés, donc prévoir des ateliers pour initier les gens à l'informatique, leur présenter certaines applications comme Google Maps pourrait être un outil vraiment intéressant. Il y a des fonctions de lecture à voix haute aussi qui leur évitent de lire, mais qui leur permettent quand même d'avoir l'information. Donc, plusieurs stratégies existent. Puis le but du guide, ben, c'est de vous présenter ces stratégies-là pour vous aider à les aider, puis à faciliter leur intégration là, au Québec ou dans la province qui les attendra. Donc, Julie. Ton micro est fermé, Julie.
Alors, merci Annie. Alors, pour la deuxième partie du guide, c'est s'approprier les repères théoriques et implications pratiques pour l'intervention. En fait, c'est qu'on vous présente l'auteur, le modèle de Hofstede, qui est un auteur qui il a travaillé beaucoup sur à voir les différences culturelles et on va vous présenter la dimension individualiste et collectiviste. Il y a aussi l'auteur Hall qui, lui, a travaillé beaucoup sur le rapport au temps et le rapport au contexte. Et on va vous parler plus précisément du rapport au contexte. Alors, dans le fond, pourquoi qu'on s'est approprié les repères théoriques et en quoi ils ont une implication dans l'intervention? Dans le fond, le but, c'est de comprendre l'environnement dans lequel s'est construit le monde de l'autre et s'est construit notre propre monde aussi. En fait, de mieux comprendre l'environnement de l'autre, ça va nous aider comme intervenant ou comme personne conseillère à développer l'empathie culturelle, à conscientiser notre propre culture et notre rapport à la culture de l'autre. À reconnaître aussi qu'est-ce qui appartient à la culture versus qu'est-ce qui appartient à l'individu pour ne pas tomber dans le piège d'interpréter systématiquement les comportements, les valeurs, les compétences d'une personne réfugiée en fonction de sa culture d'origine. Aussi, les modèles culturels, ils nous apportent des données essentielles à la conception de l'intervention. En fait, c'est pour les personnes conseillères, c'est de s'engager dans une prise de conscience fondée sur une démarche réfléchie et réflexive dans l'interculturalité. Ça permet de mieux s'intéresser et comprendre l'expérience de l'autre, c'est-à-dire de comprendre quelle est la signification qu'elle donne à ses expériences et dans sa perception aussi, ce qui nous permet de mieux se conscientiser dans nos interventions et dans nos intentions et nos interventions. Alors, malgré les limites du modèle qui ne présente pas toutes les cultures des pays avec les nuances nécessaires, l'intérêt de s'y référer aide à prendre conscience du risque pour les personnes conseillères d'adopter une lecture ethnocentrique. Alors, qu'est-ce que signifie une lecture ethnocentrique? C'est d'avoir une tendance consciente et inconsciente à privilégier le groupe ethnique auquel on appartient et à en faire le seul modèle de référence. Alors, de comprendre les différences culturelles va nous aider à augmenter notre vigilance par rapport à ses propres déterminants culturels et à l'impact que les déterminants culturels peuvent avoir sur nos interventions. Alors, la prochaine diapo, on présente ici la dimension collectiviste individualiste de Hofstede. Alors, on vous présente une carte du monde qui indique les pays qui sont plus de nature collectiviste ou les pays qui sont plus de nature individualiste. En fait, le Canada se trouve dans le mauve le plus foncé, donc on peut voir que le Canada, il y a les États-Unis, l'Australie, l'Europe de l'Est sont plus à dominante individualiste, tandis que ceux qui sont dans le violet pâle ou blanc fait référence à certains pays d'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, qui sont plus à tendance collectiviste. Donc, la plupart, beaucoup de nos personnes réfugiées viennent des pays collectivistes. Donc, on continue avec le point, la théorie de Hofstede, qui est individualiste collectiviste. En fait, ici, en lien avec le défi de la communication qu'Annie nous a présenté tantôt, je vais reprendre un élément ici. On va prendre le premier. Les gens dans la communauté, dans les pays individualistes, les gens se sentent indépendants, ils font des choix et prennent des décisions pour soi. Et le je, qui est le dernier énoncé, le je est indispensable dans la langue. Si on fait en comparaison avec les pays collectivistes, le premier, c'est les gens connaissent leur rôle dans la vie. Ce rôle est souvent déterminé socialement. Et dans le dernier énoncé, on dit le mot je est moins présent et remplacé par le nous. Alors, comment on peut interpréter ça dans l'intervention? C'est que autant dans les pays individualistes, comme le Canada,
nous allons beaucoup valoriser le fait que la personne suive ses intérêts, ses valeurs dans ses choix professionnels. Tandis que pour la personne réfugiée, faiblement scolarisée, provenant majoritairement des pays collectivistes, l'important, c'est plus de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille immédiate et élargie. Donc, à partir de cette perspective-là, qu'arrive-t-il lorsque la personne conseillère qui vient, par exemple, de pays individualistes, demande à sa personne réfugiée, c'est quoi son choix? Qu'est-ce qu'elle voudrait faire et que c'est important de tenir compte de ses intérêts? Alors, inévitablement, la personne réfugiée peut devenir anxieuse parce qu'elle n'a jamais, premièrement, eu accès à faire des choix comme ça et de devoir décider en fonction de ce qu'elle aime. C'est pas c'est nouveau pour elle. Donc, l'intervention peut ne pas être tout à fait en lien avec le monde de l'autre. Donc, ici, l'enjeu de communication, c'est pas nécessairement que la personne ne comprend pas c'est quoi des intérêts, mais souvent, elle n'a pas sa référence culturelle n'est pas là. Donc, pour elle, c'est difficile de comprendre quand tu me dis de faire un choix en fonction de mes intérêts, à quoi ça peut faire référence. Donc, c'est beaucoup plus un concept culturel que langagier. Alors, les pistes d'intervention, les pistes d'intervention qu'on peut suggérer pour aider les personnes à faire des choix, c'est beaucoup de les amener dans des contextes, les faire visiter des contextes d'emploi qui pourraient être accessibles pour eux et de faire des allers-retours avec des activités d'introspection où on demande est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aimé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as apprécié dans ta visite ou dans ton stage? Mais de les amener à identifier ce qu'ils aiment graduellement et avec plusieurs petites occasions pour réfléchir à ce qui peut faire du sens pour eux. OK. Oui, la prochaine théorie, c'est le rapport au contexte. Alors, le rapport au contexte dans la communication interculturelle fait référence au défi de la communication, justement interculturelle. Ce que ça dit, c'est que la signification des mots et des phrases dépend du contexte dans lequel ces derniers sont exprimés. Alors, ici, Hall, il va définir le contexte, il va qualifier les contextes de forts et de faibles. Fait que dans le fond, ce qu'il dit, c'est que dans un contexte faible, ça veut dire que la communication est souvent directe et il y a beaucoup d'informations qui sont transmises pour compenser les lacunes du contexte. Tandis que dans les contextes forts, les informations sont préprogrammées, implicites ou sont spécifiques au destinataire et au lieu. Le message transmis comporte un minimum d'informations puisque le contexte est fort. Donc, ce que dit Rive et Rogers, ils mentionnent que le manque de compréhension dans les contacts interculturels est souvent relié au type de contexte fort ou faible. Donc, une personne de culture différente peut avoir tendance à comprendre, à interpréter ce qu'elle voit ou entend en se basant sur ses propres stéréotypes culturels. Donc, pour améliorer la compréhension dans les relations, c'est important de chercher à s'ouvrir à d'autres significations sur l'objet de la communication. Donc, par conséquent, dans une situation d'interaction entre des individus de contextes différents, souvent la personne du contexte, dans le contexte faible, elle a besoin d'avoir beaucoup d'informations. Donc, quand elle échange avec une personne de contexte fort, elle peut avoir l'impression que la personne ne lui dit pas tout. Inversement, la personne qui est dans un contexte fort, qui entend les nombreuses explications de la personne en contexte faible, elle peut se sentir envahie par trop d'informations. Donc, juste pour vous illustrer un peu le contexte de comment ça peut se passer dans le contexte faible ou contexte fort, c'est qu'il y a une personne, il y a une entreprise ici à Sherbrooke qui a embauché beaucoup de personnes réfugiées et qui, dans les avantages sociaux, donnait des cotisations pour la retraite. Alors, la responsable des ressources humaines, elle voyait que les personnes réfugiées ne comprenaient pas pourquoi il y avait des cotisations qui
qui étaient prises de leur paye. Alors, elle a développé des documents pour ceux qui savaient lire, elle les a fait traduire, et pour ceux qui savaient moins lire, elle a fait venir un interprète. Et après les explications, après avoir lu les documents interprétés et après avoir rencontré l'interprète, ils se sont rendus compte que les personnes ne comprenaient pas plus. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ils enlevaient de l'argent de leur paye? Alors, ce que ça dit, cette situation-là, c'est que souvent, il y a des situations que ce n'est pas la langue qui fait en sorte que la personne ne comprend pas. C'est souvent le réflexe de dire que la personne elle a besoin de continuer à apprendre le français, mais ce qu'on se rend compte dans plusieurs situations, c'est que c'est le contexte qui n'est pas explicite pour la personne ou qui n'est pas assez développé. Donc, c'est à partir de là qu'on suggère dans les interventions de proposer beaucoup de rencontres en allant dans différents contextes d'emploi et aussi dans l'animation de groupe ou dans les discussions, à chaque fois qu'on a l'occasion de discuter d'un élément de la société d'accueil, de prendre le temps d'en parler et d'expliquer le contexte des éléments de la société d'accueil. On peut faire même référence à l'histoire, aux politiques gouvernementales, aux lois qui fait que ça influence le contexte de la société d'accueil. Donc, l'expression « remettre les choses en contexte » devient alors très déterminante dans la relation, dans la communication interculturelle. Alors, les pistes, j'en ai parlé. On serait rendu maintenant à la troisième partie. Donc, la troisième partie, c'est qu'on fait référence à l'intervention interculturelle. En fait, cette partie-là vise à développer chez les personnes conseillères, à développer les compétences interculturelles. Donc, on va parler d'abord de posture interculturelle et ensuite au niveau des attitudes et les compétences interculturelles. Donc, la posture interculturelle, ça fait référence à une disposition de départ lorsqu'on est en intervention. Cette disposition de départ-là, c'est ça qui va susciter, c'est ça qui va animer nos intentions et c'est ça aussi qui va nous permettre d'identifier les interventions qu'on va faire, qui peut nous permettre d'identifier les interventions qu'on va faire. Alors, Berry et Sam, ils ont développé un modèle de stratégie d'acculturation qui nous aide aussi à identifier notre tendance dans notre posture interculturelle. Donc, on va vous inviter à le faire éventuellement. C'est tout simplement de lire les questions, OK, et de répondre par oui ou par non. Et l'intersection entre les réponses va vous donner peut-être votre posture, va vous donner une tendance peut-être que vous avez vis-à-vis l'interculturel. Donc, on vous invite à faire cette réflexion-là. Et en fait, nous, dans notre guide, on a privilégié l'intégration parce que la posture d'intégration, parce que ça maintient à la fois la culture et l'identité d'origine et en même temps de privilégier les contacts avec la société d'accueil. Donc, c'est qu'on cherche à rendre un métissage des valeurs de la société d'origine à celle de la société d'accueil. L'assimilation, ça signifie l'abandon de l'identité et de la culture d'origine et chercher à établir des relations avec la société d'accueil. Ensuite, il y a la séparation, ségrégation. C'est de chercher à conserver son identité et sa culture d'origine tout en évitant volontairement des interactions avec la société d'accueil. Et la marginalisation et exclusion, c'est perdre son identité culturelle sans pouvoir établir des interactions avec les relations de la société d'accueil. Donc, il y a aussi pour l'intervenant, mais il y a aussi qu'on peut réfléchir à cette position-là quand on est en intervention avec une personne, de voir où elle se situe est-ce qu'elle se situe plus dans l'intégration, l'assimilation, la ségrégation ou la marginalisation.
Le prochain, c'est une démarche, on propose une démarche de réflexion pour le développement de ces compétences interculturelles de Cohen et Méric, donc qui fait référence aussi à ce qu'on a discuté précédemment. Donc, si on reprend dans la communication, OK, avec les défis de communication que Annie a présentés plus tôt, en fait, c'est une démarche pour en arriver à développer vraiment une réflexion par rapport aux interventions et être capable d'évaluer les effets de ces interventions sur la relation qu'on a avec la personne réfugiée et sur l'objectif de la démarche. Donc, les étapes, la première étape, je vais prendre un exemple de personne qui vient me rencontrer pour m'expliquer qu'elle a un problème au sein de son équipe, puis elle me demande d'en parler avec le responsable. Donc, la première étape comme intervenante, c'est de prendre une distance par rapport à soi-même, prendre conscience de ses références culturelles afin de reconnaître ses biais culturels et ses intentions dans son intervention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, moi, comme intervenante de culture individualiste, OK, souvent, on va encourager la personne à développer son autonomie et à faire les démarches par elle-même. Donc, en étant conscient de ça, je vais passer à la deuxième étape pour entendre vraiment le système de l'autre, écouter sa perspective et de savoir la reconnaître aussi. Donc, ce que ça signifie, c'est que je vais entendre la perception de l'autre qui, généralement, dans les cultures collectivistes, il y a souvent un représentant d'un groupe qui va s'occuper de parler, de régler les difficultés et tout. Et souvent, c'est la personne la plus âgée. Donc, dans sa perspective, cette difficulté-là est remise à quelqu'un de plus vieux, à un représentant, tandis que nous, dans notre perspective, on cherche à ce qu'elle devienne autonome. Alors, la troisième étape, c'est de négocier le sens afin de favoriser un rapprochement réciproque pour aboutir à un compromis acceptable. Ce que ça veut dire, c'est que en partageant chacun nos perspectives, on peut en arriver à trouver une entente entre les deux, qui, par exemple, serait de rencontrer le responsable ensemble et de l'amener à expliquer sa difficulté, mais en étant présent. Alors, voyez-vous, la démarche de Cohen et Méric nous amène à prendre une distance par rapport à ce qu'on vit en étant avec une personne dans une autre culture et aussi par rapport à sa propre culture, apprendre à se connaître et apprendre à composer avec les différences. Donc, ça fait le tour pour ma partie. Merci, Julie. Donc, je reprends avec la quatrième et dernière partie du guide. Donc, où est-ce qu'on va intervenir dans le processus d'orientation et d'information scolaire et professionnelle en contexte interculturel. Donc, dans cette partie-là, on a voulu vraiment être un peu plus concret dans les éléments de l'orientation, entre autres. Donc, c'est un chapitre qui s'adresse beaucoup aux conseillers d'orientation, mais qui peut s'appliquer aussi à d'autres domaines. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est abordé de manière générale dans ce chapitre? Donc, c'est les spécificités en lien avec les pratiques en orientation auprès des personnes réfugiées faiblement scolarisées. Donc, on parle du consentement libre et éclairé que je vais vous parler brièvement tantôt, de l'évaluation également et de l'information sur le marché du travail. Ensuite, on parle de l'importance de l'alliance de travail dans le processus d'orientation avec la personne réfugiée faiblement scolarisée, mais aussi avec les différents intervenants qui peuvent être important d'avoir là, pour aider la personne dans son intégration. Et finalement, on fait la proposition d'une démarche d'accompagnement à l'orientation et l'intégration sociale et professionnelle pour des personnes réfugiées faiblement scolarisées. J'aurai malheureusement pas le temps de vous en parler beaucoup aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à aller voir parce qu'on a tenté de développer une démarche différente qui amène un regard différent pour vraiment aider cette population-là là, spécifiquement.
Ça m'amène au consentement libre éclairé. Donc, on a parlé un petit peu tantôt, donc les défis de communication, donc qui sont très larges. Donc, moi, je vous ai parlé spécifiquement au niveau numérique et au niveau des codes linguistiques, mais il y a aussi des enjeux de littératie, il y a aussi des enjeux d'apprentissage d'une nouvelle langue. Il y a plusieurs éléments qui vont entrer en ligne de compte chez la personne réfugiée faiblement scolarisée, qui vont amener à devoir s'adapter au niveau du consentement libre éclairé, qui est essentiel, entre autres, en tant que conseillère d'orientation. Donc, au niveau des différents concepts, bien, pour une personne réfugiée, faiblement scolarisée, qui ne connaît pas beaucoup les façons de faire au niveau de la société d'accueil, donc c'est difficile de comprendre le consentement, les différents concepts qu'il va inclure. Donc, ça demande de devoir expliquer davantage, de devoir contextualiser, un peu comme, comme Rosalie, mon Dieu, je t'ai appelée comme ma fille, comme Julie nous disait à propos des épargnes retraite. Donc, ça demande d'amener des informations pour expliquer davantage les choses. On peut aussi devoir faire appel à des interprètes pour permettre à la personne de comprendre dans sa langue maternelle les éléments du contexte. Mais c'est aussi opter pour un consentement qui est oral aussi, plutôt qu'à l'écrit, étant donné les défis qui peuvent survenir au niveau de la lecture. Puis tout au long de la démarche, le consentement, on est habitué de le faire souvent dans la première rencontre, puis ça se règle assez rapidement souvent. Dans le cas des personnes réfugiées faiblement scolarisées, bien, ça va être important de prendre le temps. De ne pas hésiter à revenir régulièrement sur des éléments pour que la personne, tranquillement, au fil des rencontres, intègre tranquillement les différents concepts, puis qu'elle puisse vraiment développer sa compréhension, puis son adhésion aussi, puis qu'elle comprenne qu'elle peut retirer le consentement, qu'il peut y avoir aussi des éléments de ce côté-là. Puis quand il y a de la méfiance chez la personne, ben c'est à travers des activités qu'on va être capable de tranquillement créer le lien, puis amener du développement de soi, puis de comprendre cette méfiance-là, puis aider la personne juste à enlever les barrières là, face à nous comme intervenants. Ça m'amène à vous parler de l'évaluation en orientation. Donc, comme vous le savez, quand on fait de l'évaluation, donc quand on rencontre une nouvelle personne, il faut être capable de l'évaluer correctement. Donc, on propose dans le guide de faire une évaluation vraiment à partir de la mise en action des personnes réfugiées faiblement scolarisées. Donc, c'est pas juste assis face à face dans un bureau, puis on pose des questions. Donc, souvent, ça se fait dans différents contextes aussi qu'on va procéder à cette évaluation-là. Comme vous le savez, entre autres au Québec, il y a 3 dimensions d'évaluation dans le guide d'évaluation en orientation de l'Ordre des conseillers conseillères d'orientation. Donc, le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles, les conditions du milieu. Dans le guide, vous allez retrouver un tableau où est-ce qu'on a repris ces 3 éléments-là, mais qu'on ajoute des particularités pour la clientèle de réfugiés faiblement scolarisés. Entre autres, quand on parle du fonctionnement psychologique, bien, on sait que ces personnes-là ont traversé plusieurs défis dans leur migration vers la société d'accueil. Donc, c'est important d'aller poser des questions sur leur santé en cours de parcours migratoire, car ils n'ont pas toujours eu la chance d'avoir accès à des services. Ils peuvent avoir vécu plusieurs situations traumatiques qui vont avoir un impact sur le fonctionnement global de la personne. Je vous donne un exemple pour chacune des dimensions parce qu'il y en a tellement. Je n'ai pas le temps de tous les aborder. Au niveau des ressources personnelles, donc vous êtes habitués, on questionne toujours les ressources personnelles de la personne dans une évaluation d'orientation. Mais en ce moment-ci, avec une personne réfugiée faiblement scolarisée, bien, ça serait important de la questionner sur c'est quoi ses connaissances des institutions de la société civile, de la société d'accueil, mais aussi c'est quoi les exigences administratives qu'elle doit faire, qu'elle doit respecter, puis qui pourront l'aider pour être capable de l'épauler, la supporter dans la suite des choses. Quand on parle des conditions du milieu, une des choses, entre autres, qu'on peut vérifier, c'est son statut d'immigration. Est-ce que son statut est définitif? Est-ce qu'elle est en processus, en cours de demande pour certains éléments? Donc, c'est important de valider ces informations, chose qu'on ne fait pas nécessairement quand on est face à une personne de la même nationalité que nous.
J'ai une question. Il y a quelqu'un qui me demande si le PowerPoint sera disponible. Et oui, il sera disponible. Dans cette évaluation-là qui est faite, on rajoute dans le cadre du guide une nouvelle dimension, étant donné la particularité des personnes réfugiées faiblement scolarisées. Donc, c'est évaluer pour intervenir sur l'identité culturelle et les stratégies d'acculturation. Et ici, je me permets de vous présenter la partie du tableau qui traite de cet élément-là. Donc, lorsqu'on qu'on a à intervenir avec une personne réfugiée faiblement scolarisée, ben, il y a des éléments qu'il faut comprendre. Puis, dans le guide, plusieurs de ces éléments-là sont expliqués. Donc, on a seulement mis les mots-clés dans le tableau, mais quand quelqu'un qui prend le temps de lire le guide va tout vraiment intégrer les éléments. Mais entre autres, des éléments que Julie vous a parlé tantôt, d'évaluer si la personne vient d'une société individualiste, collectiviste, son rapport au contexte, vous l'avez dans le rapport au contexte, le rapport au temps, son identité culturelle, elle est comment? C'est que sa communauté d'appartenance, ses valeurs, sa langue maternelle, dans son milieu de vie, les enjeux au niveau de la transition identitaire aussi sont importants parce qu'il y a beaucoup d'éléments à tenir compte. Est-ce qu'elle vit de l'isolement? Comment elle est engagée dans son milieu? Bref, plusieurs éléments sont importants, puis il faut en tenir compte, puis ça va avoir un impact sur comment on va mettre en place la démarche pour aider la personne, parce que c'est des éléments qui sont pas nécessairement présents quand on a à intervenir avec une personne qui provient de la même société que nous, mais c'est vraiment important qu'il va amener un défi supplémentaire à la personne là, en cours de route. Ça m'amène à vous parler de notre proposition de démarche d'accompagnement à l'orientation et l'intégration sociale et professionnelle. En fait, c'est une grande démarche. Vous avez un magnifique tableau explicatif au niveau du guide pour expliquer chacun des éléments en détail avec des pistes d'intervention. C'est vraiment très détaillé. J'aurais aimé vous le montrer, mais là, le temps et l'espace de la présentation ne me le permet pas. Mais je tenais quand même à vous parler des 3 grandes phases. Donc, dans la phase 1, c'est la phase un peu d'évaluation. Donc, c'est découvrir le marché du travail en relation avec soi. Comme on a mentionné tantôt, ben, c'est des gens qui vont intégrer beaucoup plus facilement les choses, ça qu'on les met en contexte et en action. Donc, il y a, dans la phase 1, on parle d'accueil, d'alliance et de consentement. Il y a les compétences, qualité, marché du travail. Donc, c'est vraiment de mettre la personne en action pour qu'elle apprenne à se connaître en action, puis que nous aussi, on apprenne aussi à découvrir ses qualités, ses forces. Il y a l'évaluation et l'action sur les conditions du milieu et l'apprentissage et le sens de l'orientation. Donc, c'est vraiment la personne, elle est vraiment en découverte, en exploration au niveau de la phase 1. Dans la phase 2, c'est intégrer des informations sur soi et sur l'environnement. Donc, la personne doit s'approprier, communiquer et faire de la médiation par rapport à l'ensemble des éléments recueillis. Puis après ça, il va avoir l'intention et la condition de mise en œuvre. Donc, la personne choisit son projet, puis commence à prendre possession de ce qu'elle veut accomplir au niveau de son intégration, quel emploi elle veut occuper, quel métier elle veut faire. Donc, ça l'amène ensuite à la phase 3 où est-ce qu'on décide et réalise des actions. Donc, il y a la planification et les conditions de réalisation, donc définir les étapes pour arriver à l'objectif. On a l'intégration en emploi qui se fait accompagner pour être sûr d'avoir une bonne intégration en emploi. Et il y a l'engagement et la transformation sociale. Donc, pour favoriser l'aide aux personnes réfugiées, de les engager puis de les amener un peu à être porteurs de ce que les conseillers d'orientation, conseillers en emploi peuvent faire pour eux, pour susciter, dans le fond, au niveau des communautés, que les gens viennent nous voir pour avoir de l'aide. Donc, ça devient extrêmement important là, dans ce cas-ci. Donc, on est timé, Julie. Pile! Il nous reste 10 minutes pour les questions. Donc, Cyrielle, je ne sais pas si tu avais des questions que tu avais reçues de ton côté. Eh ben, merci Annie, merci Julie, effectivement, pile à l'heure. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Effectivement, c'est le moment des questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le chat ou sur la section Q&A. Alors, on va y aller. J'ai une première question de Nathalie. Alors, vous avez partagé plusieurs défis un peu plus tôt dans la présentation. Quel est le défi qui amène le plus de difficultés dans l'intervention en orientation, selon vous ?
Je vais laisser Julie répondre, étant donné que c'est l'experte. Ton micro! Alors, les défis, de les mettre en catégorie, Patricia pourra compléter aussi, là, mais le plus grand défi, euh, pour moi, c'est vraiment dans la communication à- au sens large, OK? De comprendre les références interculturelles, un peu tout ce qu'on a parlé tantôt, parce que si avec ça, sans la compréhension de l'environnement et de soi dans l'environnement, ça devient difficile de faire des choix, ça devient difficile de faire des choix éclairés, de faire des démarches, et c'est complexe. Tous les services gouvernementaux et tout ça, c'est très, très, très complexe. Alors, puis c'est pour ça que moi, je pense, tu sais, ils ont besoin d'un accompagnement un peu plus, l'intervenant a besoin d'être impliqué un peu plus que de ne pas chercher à rendre la personne autonome parce que c'est quasiment, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Puis c'est toute l'interprétation aussi de cette information-là qui devient un enjeu important. Fait que moi, je dirais que c'est ça qui est central là, et qui revient le plus dans les communications. Peut-être que Patricia, tu peux ajouter autre chose? Es-tu capable d'ouvrir ton micro? Non? Donc, un des enjeux, c'est effectivement par rapport à toute l'appropriation dans la communication, là, toute l'appropriation des documents administratifs. Oui. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ces documents administratifs-là et beaucoup de concepts puis sur des plateformes informatiques. Fait qu'il y a comme un 3 niveaux. Il y a à la fois les documents administratifs eux-mêmes, il y a les concepts qu'ils contiennent, donc ce n'est pas nécessairement des concepts avec lesquels les personnes sont familières, mais aussi le fait qu'on leur demande de le faire en ligne, de conserver des mots de passe, de s'assurer. Donc, ces éléments-là sont assez importants toutes les plateformes gouvernementales, puis en tout cas pour nous, ça a fait partie aussi d'éléments qu'on a discuté dans certaines rencontres avec les ministères, parce que le passage en ligne, ça peut créer des inégalités sociales importantes puis une difficulté pour les personnes à vraiment avoir accès réellement aux ressources. Ce qui fait que dans l'accompagnement, ça va être important quand on parle de mettre les gens en action vers le marché du travail, on appelle ça comme marcher avec les personnes. Ce n'est pas de faire pour, c'est plutôt de marcher avec les personnes pour s'assurer qu'il y a vraiment cette compréhension-là qui peut avoir l'air facile avec un document, mais finalement, il y a plusieurs éléments dans ce document-là. Puis en arrière de ça, il y a aussi plusieurs répercussions pour les personnes s'ils ne comprennent pas bien et répondent mal aux documents qui leur sont demandés. Donc ça, je pense que c'est important aussi, au-delà de faire des choix, c'est d'avoir du soutien au niveau des ressources, de bien comprendre les ressources. Super, merci Julie, merci Patricia. On a une question de Roy. Il y a des moments où les réfugiés se sentent découragés par la barrière de la langue lorsqu'ils veulent un emploi. Comment les encourager? Comment les encourager? Ça revient un peu à ce qu'on vient de dire aussi, c'est que la barrière de l'emploi, c'est comme des aider à s'intégrer. Puis, tu sais, on peut aller avec eux. Tu sais, comme Patricia disait, marcher avec eux, on peut aller avec eux rencontrer des employeurs. Puis en même temps, ça nous donne l'occasion de sensibiliser les employeurs à leur réalité. Fait que ça, c'est comme on aide beaucoup dans les deux sens. Tu sais, si je pense à l'entreprise ou qui en embauchait beaucoup, c'est ça, c'est qu'eux, ils ont voulu être développer leurs compétences interculturelles parce qu'ils voulaient embaucher plus de personnes immigrantes ou réfugiées. Fait que moi, je pense que tout est dans l'accompagnement. S'ils sont découragés, ben, on fait aussi, nous, des démarches auprès des employeurs, puis après ça, la personne réfugiée ou immigrante, elle va aller rencontrer l'employeur, mais on a fait préalablement des démarches pour ouvrir un milieu.
puis pour qu'elles soient accueillies dans un milieu. D'accord. Merci. Un petit point de complément, c'est de ne pas c'est décourageant si tu es seul face à plusieurs démarches. Donc, l'accompagnement de groupe est important. On en parle beaucoup dans le guide aussi, mais ça peut être important pour pas que les personnes se sentent seules. Puis, comme on l'a dit, de favoriser des passerelles avec les employeurs. Donc, ça peut transformer un peu le travail d'intervention en orientation ou dans l'aide à l'emploi parce que le travail sur puis avec la communauté devient aussi importante que celle avec les personnes elles-mêmes pour vraiment favoriser des passerelles puis pas s'attendre à ce que les personnes elles-mêmes, ça peut être possible qu'ils trouvent l'emploi par elles-mêmes, mais on peut avoir avantage, comme Julie vient de le dire, de travailler avec des employeurs qui ont de l'ouverture puis de créer des passerelles pour les personnes. Je ferais juste dire que les stages de 2 jours, là, c'est excellent pour ça. On les fait faire des stages de 2 jours dans les entreprises et ça crée une belle passerelle. Super. Je pense que Hélène, vous devez avoir votre réponse. Hélène nous disait, est-ce que des actions d'orientation en groupe peuvent être un soutien particulièrement favorable pour répondre à ces défis d'après vous, entre autres grâce aux explications entre pairs? Je pense que vous venez effectivement de répondre à la question, Hélène. N'hésitez pas si vous voulez des éléments supplémentaires à me les faire parvenir. Sinon, j'ai une autre question de Sarah. Est-ce que vous avez constaté ou travaillé sur les différences d'intervention entre hommes et femmes dans ces enjeux? Moi, j'ai travaillé longtemps avec des femmes immigrantes, des femmes réfugiées, puis là, j'ai des hommes réfugiés, puis les différences, c'est sûr que la femme va porter beaucoup plus la responsabilité de s'occuper des enfants, de la logistique des enfants. Là, la femme le porte beaucoup plus. Fait que ça, c'est un enjeu qu'elle a, puis que c'est important parce que souvent, là, la responsabilité et on va l'accompagner, on va souvent les aider à tranquillement, là, avec vraiment, en tenant compte de leur culture, puis en amenant notre culture à trouver des ponts qui pourraient être acceptables pour eux, là, au niveau du partage des responsabilités. Majoritairement, c'est à ce niveau-là que je dirais qu'on voit des différences. D'accord. Merci, Dans le Julie. guide, on a une section là-dessus, là, sur les rapports sociaux de genre. Donc, on en discute de manière plus approfondie dans le guide, comment intégrer ces éléments-là dans l'intervention auprès des personnes réfugiées. Parfait, merci. On va peut-être prendre une dernière question. Alors, j'en ai 2 au final. On va voir. Donc, il y avait la question de Mélanie, effectivement. Alors, peut-être vous y avez un peu répondu déjà, Julie et Patricia, mais comment aider particulièrement les réfugiés politiques? Est-ce que l'approche est différente? Que ce soit politique, ben, c'est souvent politique. Hein? Les réfugiés c'est souvent des réfugiés politiques, mais c'est ce qu'on propose dans le guide, en fait. C'est vraiment spécifique aux personnes réfugiées, faiblement scolarisées. S'ils sont plus scolarisés, c'est sûr qu'il y a des éléments du guide qui vont aider pour les plus scolarisés, ça c'est sûr. Surtout les références culturelles, là, ça va aider beaucoup. Parfait, merci. Bon, Sofiane, désolée, on n'a pas le temps d'adresser, puis Rita aussi, des questions, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les partager avec les présentateurs et puis les présentatrices. On pourront vous répondre aussi sur le lobby si vous souhaitez y revenir. Je vous remercie pour votre participation. Je vais vous inviter à rester quelques minutes de plus pour des informations importantes et puis aussi pour nous partager votre commentaire et surtout vos besoins d'apprentissage futurs. Mais avant ça, je voulais effectivement et bien sûr vous remercier, Annie et Julie, pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Je sais que ce n'est juste un groupe parmi un grand groupe de chercheurs, et merci d'ailleurs à Patricia d'avoir aussi d'être intervenue pendant les questions. Je vois qu'aussi dans le clavardage, les gens ont hâte de recevoir le guide, donc ça tombe bien. Il va bientôt être publié. Donc,
Je vous invite effectivement à rester bien au courant des nouvelles du CERIC à ce sujet. D'ailleurs, je vais repartager mon écran. En attendant, vous pouvez toujours aller visiter notre site web sur la page du projet. Et puis aussi, je voudrais vous partager, du coup, comme je vous disais, de rester encore quelques instants pour l'enquête, mais surtout vous partager des événements supplémentaires qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc, on va bientôt avoir le congrès Canexus, le plus grand congrès en développement de carrière au Canada en janvier prochain en présentiel à Ottawa ou en format virtuel à distance. Et comme je disais, Canexus offre une excellente opportunité pour vous d'élargir des connaissances avec des présentateurs d'à travers le Canada. Et le programme virtuel offrira aussi de nombreuses occasions d'apprentissage et de réseautage en français, dont notre célèbre rencontre entre francophones du secteur d'à travers le pays. Et pour ceux qui participent en personne, vous aurez aussi l'occasion de participer à une session animée par Julie et Annie pour approfondir vos connaissances sur le sujet du webinaire. Donc, je vous invite à visiter notre site web Canexus pour voir les 2 programmes et vous inscrire si ça vous intéresse. Et puis, vous voyez aussi à l'écran qu'on organise d'autres webinaires intéressants dans les prochaines semaines sur différents sujets tels que comment soutenir le travail décent, comment utiliser les théories de l'acte pour mobiliser nos clients ou comment soutenir efficacement les transitions de carrière après une perte de sens au travail. Donc, la plupart des webinaires sont gratuits et en français. Donc, je vous invite à consulter notre liste de webinaires sur le site ceric.webinaire et vous inscrire. Donc, avec tout ça, je vous remercie encore tous d'être venus parmi nous. Et puis, ce que je vais faire, je vais officiellement conclure, mais je vais ouvrir bientôt l'enquête. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle fin de semaine à vous. Merci à tous.